concernant les ondes de FM, mais vous pouvez voir en direct sur Facebook les premières parties de l'émission, actualité, déconstruction, et ensuite nous avons une partie interactive uniquement sur les médias des ondes de FM, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Alors, aujourd'hui, nous avons retenu 2 points d'actualité, un qui concerne notre pays. Il s'agit d'une publication de l'IEDOM, l'Institut économique des affaires économiques et financières de Martinique, plus exactement, Institut d'émission des départements d'outre-mer. Et ensuite, nous allons parler du problème de l'enseigne. On continue. Ensuite, nous allons continuer avec la corruption au Parlement européen. Et en matière de déconstruction, nous allons poser la question de l'indépendance par rapport à la résolution des problèmes nationaux et mondiaux, les différentes perspectives réactionnaires et progressistes qui concernent l'indépendance dans ce cadre-là. Donc, voilà le programme. Et pour commencer, donc, nous allons parler de cette publication qui a été faite par l'IEDOM le 14 décembre 2022 et qui concerne la situation économique et financière de la Martinique. Alors, ce qui est reporté principalement par les médias, notamment dans un article de Martinique Première, c'est que l'IEDOM dit que la Martinique a repris une dynamique économique. Et donc, je vais vous citer la phrase dans sa dernière publication économique et financière datée du 14 décembre 2022 pour le 3e trimestre de l'année. L'IEDOM observe que le climat des affaires garde le cap, mais l'horizon est incertain en Martinique. Le regain de dynamisme de l'activité est généralisé et contribue à la stabilisation de l'indice du chiffre d'affaires, tout comme l'emploi et l'investissement. Et c'est de bon augure pour la croissance. La consommation est vigoureuse, avec notamment une hausse des montants cumulés de paiement de cartes bancaires, plus 11,4% en volume et 11,7% en nombre par rapport à la fin de septembre 2011. Alors, je me suis arrêté sur cette citation pour montrer comment le monde économique, les médias, se cache derrière des instituts statistiques, des instituts économiques, pour défendre une vision profondément capitaliste et inégalitaire de l'économie. Alors, nous sommes dans une dynamique parce que l'indice des chiffres d'affaires, ici, il s'appelle, est satisfaisant. Le chiffre d'affaires, c'est qui ça concerne? C'est exclusivement les chefs d'entreprise, les entreprises. Alors, partir de la bonne santé de l'ICA pour dire que l'économie est dynamique et qu'on est content, la croissance va venir, etc. C'est partir du point de vue idéologique que quand les affaires des capitalistes marchent, l'économie est dynamique et ça marche. Mais dans la réalité, nous avons bien vu qu'il y a une aggravation des difficultés pour l'ensemble de la population, pour les petites entreprises, pour les services publics. Ce qu'est l'économie normalement concerne l'ensemble de la société. Il y a des activités intéressantes qui portent réponse aux problèmes. On ne peut pas se baser uniquement sur le chiffre d'affaires des entreprises pour dire qu'on est dans une dynamique intéressante et que les choses vont. Alors, c'est vrai qu'ils disent oui, il y a des incertitudes, mais des incertitudes concernant la poursuite de cette augmentation du chiffre d'affaires. Quand on prend comme référence pour dire que la santé économique est valable, qui a dynamique, le nombre d'opérations par carte bancaire en volume également, l'augmentation du volume, c'est une escroquerie parce que ça cache
le fait qu'il y a une politique qui est faite pour empêcher la circulation des espèces et des chèques, donc pour pousser les gens à utiliser leur carte bleue, mais dans les intérêts économiques des populations, ça n'a aucune incidence favorable, ce n'est pas du dynamisme de s'endetter davantage, d'utiliser une carte bleue qui peut être bloquée, etc. Donc c'est vraiment une perspective qui vise à tromper les gens sur ce que c'est que l'économie ou la bonne santé d'une économie. Dans le même article, on fait référence à l'intérêt du bouclier qualité-prix, hein, voilà, hein, il y a l'inflation, la vie est chère, et heureusement, le gentil gouvernement hein, a négocié avec les grandes surfaces pour mettre un bouclier qualité-prix, hein, pour que les gens puissent se retourner vers des produits moins chers au prix limité. Et donc, finalement, il porte des réponses. Mais nous avons déjà expliqué que c'est une escroquerie pour la bonne raison que les prix sur lesquels on applique ce bouclier ne sont pas représentatifs des dépenses contraintes des populations. Quand, par exemple, on dématérialise toutes les démarches administratives, on exige dans tous les domaines, que ce soit santé, éducation, dans tous les domaines, qu'on passe par l'informatique. Ça veut dire que la possession d'un ordinateur et des moyens d'accès à l'informatique, la formation, qui coûte excessivement cher, deviennent des dépenses contraintes. Mais dans le bouclier qualité-prix, vous avez vu des ordinateurs compétents, performants, de qualité, et dont les prix sont minimes. Et non seulement il y a cette sélection qui n'est pas juste des prix, des produits qui sont dans le qualité-prix, le bouclier qualité-prix, mais en plus, quand on a accès à ces produits-là, on est dans un cycle de dépendance parce qu'on nous vend des technologies qui sont fragiles. Ceux qui vendent les prix-là, ils vont agir sur le produit qu'ils vont vous livrer. Il sera plus fragile et vous serez entraîné dans une dynamique de dépenses inattendues et supplémentaires. Donc, ça, et vous savez aussi qu'il y a ça a été dénoncé récemment, des trafics sur les produits qui sont soi-disant vendus dans les meilleures conditions, dans le volume, de la réduction du produit réel dans le partage, etc. Donc, j'ai tenu à parler de ça pour montrer qu'il y a de la propagande idéologique à travers une information soi-disant officielle, économique, scientifique, et qu'en fait, cette propagande-là est en distorsion avec la réalité des difficultés du dysfonctionnement généralisé de l'économie, de la hausse des prix. Hein, on vous donne un chèque de 100 € pendant ce temps, un billet d'avion que vous êtes obligé de prendre hein, pour des raisons particulièrement impérieuses, eh bien, est augmenté de 300 ou 400 €. Non, c'est cette question que je voulais aborder à travers l'annonce que la dynamique économique est favorable en Martinique. La deuxième question que je voulais aborder concerne le scandale qui a affecté le Parlement européen. On a montré qu'il y a tout un réseau, la vice-présidente du Parlement européen, mais d'autres parlementaires, des écoles, etc. Et les langues se délient pour dire qu'il y a un véritable réseau. Les gens disent non, mais c'est la tête émergée de l'iceberg. Et donc, le but des corrupteurs était d'agir financièrement pour qu'ils aient une influence sur les décisions prises par les pays européens, par la communauté européenne. Le scandale a éclaté là, mais il est évident, beaucoup de choses l'ont déjà prouvé, que ce même type de corruption existe
dans tous les pays occidentaux, libéraux, ou même les pays non occidentaux, mais qui appliquent des politiques libérales, ça existe partout. C'est le fondement même de la société capitaliste, de la pseudo-démocratie occidentale. C'est de s'appuyer sur le financement par les lobbies, cachés ou légalisés. Alors, je fais cette distinction-là parce que là, il s'agit de corruption illégale, disons. On a payé en dessous de table des gens pour influencer des décisions. Mais ça c'est l'aspect corruption illégale. Mais la corruption légale existe, puisque des lois ont été votées dans tous ces pays-là pour donner le pouvoir directement aux multinationales, nous l'avons déjà expliqué, aux puissances financières, aux banques. Et cette corruption-là a été inscrite dans la loi. Quand on parle du scandale de Musk, le milliardaire qui envoie des engins spatiaux et puis qui a racheté des réseaux sociaux pour pouvoir, Twitter, c'est bien ça? Il a acheté Twitter, c'est parce qu'il a des milliards, et puis il achète les réseaux sociaux. C'est légal, mais qu'est-ce qui a mis cet aspect légal qui permet que le propriétaire capitaliste privé des réseaux sociaux ait le droit de fermer des comptes, de n'ouvrir, d'autoriser, de fermer. Cette semaine-là, il a essayé de fermer des comptes de journalistes. Qu'est-ce qui a mis ça? Dans la loi, ce sont les gouvernements occidentaux, soi-disant démocratiques, qui ont dit nous donnons le droit aux entreprises, aux GAFA, de censurer, de couper des comptes, etc. C'est eux qui ont mis ça dans la loi. En France, on a voté une loi pour permettre que les réseaux sociaux ferment des comptes et contrôlent. C'est une corruption légale. Parce que les gouvernements qui sont là, ce sont des gouvernements qui ont été financés par les multinationales, portés au pouvoir par le vampire médiatique, et en échange, ils ont mis des lois pour permettre que les multinationales fassent ce qu'elles veulent sans intervention de la justice ou des gouvernements souverains. Quelle différence y a-t-il entre cette législation qui officialise la corruption et puis le fait que le Qatar fasse la même chose avec des parlementaires indélicats pour atteindre les mêmes objectifs. Donc, le premier point, c'est que la corruption est intrinsèque. Ça fait partie de l'ADN de tous les régimes libéraux, tous les pays impérialistes. C'est légal, illégal, on ne peut pas en sortir. Vous avez déjà entendu toutes sortes d'affaires qui éclatent, des Cahuzac menteurs avec ses paradis fiscaux, son argent dans les paradis fiscaux. Mais partout, vous avez ce genre d'affaires. Mais au-delà de la corruption financière, où les gens cherchent à avoir des intérêts, il y a la corruption morale aussi. Parce que cette même classe-là, cette même sphère de dirigeants politiques, économiques et autres qui participent de la corruption, vous allez voir que le nombre de scandales de mœurs qui affectent cette classe-là, ben, c'est régulièrement qu'on en entend parler. Par le Dominique Strauss-Kahn et tous les autres, mais des réseaux des réalisateurs. Bref, on voit qu'il y a, on a parlé de ça au Portugal, en Espagne, en Irlande, des réseaux qui font que ces gens-là, cette classe dirigeante-là, qui nage dans l'argent, qui abuse du pouvoir, eh bien, elle est aussi gangrénée. Je parle des grands dignitaires de l'Église également. Elle est gangrénée par des affaires de mœurs, par toutes sortes de corruption. Et c'est vraiment pour montrer qu'il y a une dégénérescence. Alors, je profite pour dire que cela ne concerne pas uniquement
une nationalité ou une race, ou même un genre. Puisque le scandale qui éclate au Parlement, c'est une femme. Il y a une fraction du féminisme bourgeois occidental qui développe la thèse que les choses ne font pas bien en politique parce que c'est les hommes qui sont majoritaires et que les femmes ont une essence pure, plus pure, qui ferait que si elles arrivent au pouvoir, eh bien, les choses seront plus intéressantes parce que en tant que mère, et puis elles peuvent mieux comprendre les sentiments, elles sont plus sensibles. Outre le fait que cette théorie-là intègre les différenciations sexistes, puisque ça attribue aux hommes un genre de comportement et aux femmes un autre qui intrinsèquement leur permettrait d'être meilleurs, outre que ça intègre une division sexiste, mais cette affaire-là a pour but de cacher la question des classes sociales. Alors, c'est vrai que dans les sociétés qui, jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui se sont emparés du pouvoir ont développé une idéologie sexiste, des inégalités profondes, une domination sur les femmes, qu'il faut renverser, que les femmes doivent renverser, que tout le monde doit renverser. Mais ce n'est pas l'espèce humaine, ces chromosomes, qui fait qu'il y a des scandales de mauvaises politiques libérales, du sabotage des services publics, etc. Ça, c'est une idéologie réactionnaire qui est également portée par les femmes et les hommes. Ça veut dire que quand vous avez Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui sont les premiers à avoir lancé l'offensive libérale, eh bien, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de politique. Quand vous entendez que la présidente du Conseil italien, l'équivalent de la première ministre, c'est une fasciste, et qu'elle prend des dispositions pour casser tout le droit, permettre la corruption financière généralisée, à tel point que même le patronat, c'est une femme, se retourne contre elle, c'est une femme. Donc, quand vous avez des coups d'État qui sont faits en Bolivie contre Evo Morales, c'est une femme. Quand là, le coup d'État qui est fait au Pérou contre Castillo, c'est une femme. L'essentiel des femmes ne sont pas des dictatrices parce que la société les a contraintes. Mais je veux expliquer à travers cette idée-là que cette affaire de corruption nous montre que le véritable problème, c'est celui de la politique ultralibérale, c'est la politique capitaliste, égoïste, qui est développée dans la société. Et que ce n'est pas une question de genre. Et ce n'est pas non plus une question de race. Vous avez des gens corrompus en Afrique, en Asie, en Europe, et puis vous avez des gens qui luttent contre la corruption en Afrique, en Asie, en Europe. Donc il faut ramener cela à partir de cet exemple de corruption-là au véritable problème, à savoir que nous devons absolument éradiquer le système capitaliste, combattre les théories économiques qu'il développe et qui sont la cause des injustices, des discriminations et qui détruisent la société. Donc, c'est ce problème-là que je voulais dire concernant le scandale de l'Europe. Et nous avons repris une citation d'Aimé Césaire dans notre journal Jicambout en ligne que vous pouvez retrouver, qui dit ceci, le discours sur le colonialisme datant du 7 juin 1950. Je cite Aimé Césaire. Les moralistes n'y peuvent rien. Il y a une loi de déshumanisation progressive en vertu de quoi, désormais, à l'ordre du jour de la bourgeoisie, il n'y a et il ne peut y avoir maintenant que la violence, la corruption et la barbarie. J'allais oublier la haine, le mensonge et la suffisance. Et c'est tout
là qui est porté par l'impérialisme et le système capitaliste. Alors, nous allons passer directement à la question de la déconstruction. J'ai annoncé que nous parlons de la notion d'indépendance dans le contexte des problèmes, de la résolution des problèmes nationaux et mondiaux. Chez nous, en Martinique, quand on parle de l'indépendance, c'est un débat purement politique, idéologique, parce que dans notre société colonisée, il y a des gens qui ont dit, pour pouvoir résoudre nos problèmes, il nous faut nous débarrasser totalement de la tutelle de la France. Il nous faut prendre l'indépendance. Et puis, il y a des gens adversaires qui ont combattu ça pour dire, mais vous êtes fous. L'indépendance, c'est la mort, parce que c'est de la France que nous recevons tout, la sécurité sociale, le manger, etc. Donc, vous êtes des criminels, vous voulez nous mettre comme Haïti, etc. Donc, ce débat-là, qui a commencé depuis les années 60, disons, en Martinique, a donné lieu à des affrontements idéologiques et purement politiques qui ont caché totalement le débat sur ce que c'est que l'indépendance. Les mêmes personnes qui vous disaient les indépendantistes sont des irresponsables, ils fêtent l'indépendance de tous les autres pays du monde. Ils disent que la France avait eu raison de se battre contre la domination allemande. Leurs représentants ont voté la charte de 1560 à l'ONU qui dit que tout pays doit avoir son indépendance et qu'on ne peut prendre aucun prétexte, la non-préparation, etc., pour s'opposer à l'indépendance. C'est un droit, l'indépendance et un code, ce que la liberté est à l'individu. Mais les mêmes disent ça pour tout le reste du monde, sauf pour la Martinique. Quand les choses ont commencé à bouger, que les gens commençaient à comprendre que maintenant, il faut avoir un pouvoir politique ou défendre le droit, il y a un nouvel argument qui est venu. Oui, c'est vrai, l'indépendance, c'était bon, c'était nécessaire, mais maintenant, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes à l'ère des grands ensembles. Il faut être dans un grand ensemble pour être fort, donc renoncer à un pouvoir local pour être dans un grand ensemble. Il nous faut rentrer dans l'Europe pour pouvoir combattre les États-Unis, combattre la Chine, etc. Donc, on est rentré dans l'ère des grands ensembles. Mais pendant que cette théorie-là a été développée, les mêmes gouvernements occidentaux qui incitaient à la construction des grands ensembles soutenaient le fractionnement de tous les pays qui étaient opposés au capitalisme. Par exemple, la Yougoslavie, c'était un pays où les gens vivaient correctement, mais c'était un pays à vocation socialiste qui gênait l'Allemagne, la France, etc. Donc, ils ont fait de la subversion pour casser, pour exploser la Yougoslavie de Tito, pour faire une série de petits États. Donc, Tala paternise un grand sens. La Croatie, là, qui joue du football, là, qui a gagné la petite finale, c'est le premier pays à avoir cassé la Yougoslavie et demandé son indépendance, soutenu par l'Allemagne et conforté par tous les autres pays occidentaux. Je prends cet exemple-là pour dire que ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. Vous racontez qu'il faut des grands ensembles et vous sabotez la Yougoslavie qui aujourd'hui est cassée, Serbie, même les reconnaître le Kosovo, c'est en 1000 morceaux. Je ne prends que cet exemple-là, il y en a d'autres sur la surface du globe. Donc, je reviens à ce que je disais, quand on a vu que les idées indépendantistes commençaient à s'ancrer en Martinique, on a développé la thèse que oui, ok, mais il nous faut être dans des grands ensembles. Aujourd'hui, nous constatons que les grands ensembles implosent. Et il devient évident que
dépendance au sein de grands ensembles mettent la vie des populations en danger. L'Ukraine, faisant partie du monde capitaliste globalisé, il y a tant de gens qui ne savent pas. On parle du blé de l'Ukraine. Mais la plupart des terres qui produisent ce pays appartiennent à des sociétés américaines et états-uniennes. Bon, fermons la parenthèse. On comprend pourquoi ils sont acharnés comme ça dans cette guerre. Mais on comprend, mais si le pays est à la guerre, parce qu'il y a un Dieu, le monde ne peut plus manger. Alors on dit que c'est là aussi qui est responsable, mais n'empêche que c'est le blé d'Ukraine qui fait que s'il n'est pas transporté, l'Afrique meurt de faim, alors qu'il y a possibilité de produire massivement de quoi donner à manger aux gens en Afrique. Donc, on se rend compte que cette théorie des grands ensembles et des dépendances qu'elle implique, c'est un échec. Donc, les gens commencent à réfléchir. Le Mali, le Burkina dit à la poste, sortez de Mali. Soi-disant, vous êtes là pour me protéger, nous, on le fait, puis notre or, notre pétrole, notre gaz et tout ça enrichit vos compétences. Donc, la question de la non-dépendance et de l'indépendance se pose. Sauf que, et c'est là que nous allons faire la transition avec la problématique que nous avons parlé, en quoi une indépendance peut permettre de résoudre des problèmes nationaux et internationaux. C'est là qu'il faut dire que, contrairement à toute la propagande qui a été faite contre les indépendantistes en Martinique, l'indépendance ne traduit que des principes de ne pas être soumis à des étrangers, mais politiquement, ça se traduit par des institutions. Pour ne pas être soumis à des aléas de l'étranger, il faut avoir un pouvoir politique de dire, bon, je choisis tel investisseur, je refuse tel traité, etc. C'est ça, être indépendant. Mais ça se traduit par des institutions. Donc, on va nommer un gouvernement, on va faire une constitution. Si l'institution et le gouvernement qui sont instaurés n'ont pas la volonté, n'ont pas de projet pour ne pas dépendre de l'étranger, aucun problème ne sera résolu. On a eu cela dans le cas des pseudo-indépendances sur le continent africain. Beaucoup de gens prennent l'exemple de, bon, regardez les pays indépendants africains, comment ils sont devenus, comment ils prennent du plomb depuis les indépendances. Évidemment, ceux qui disent ça s'appuient sur l'ignorance, la non-connaissance ou la méconnaissance des situations qui ont conduit aux indépendances en Afrique. Comment ça s'est passé? Il y a eu des mouvements indépendantistes un peu partout, en Asie, l'Indochine, les guerres d'indépendance, Cameroun, tout ça, contre la présence coloniale. Les colonialistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont porté au pouvoir des gouvernements, ils ont favorisé l'indépendance en disant, bon, ok, vous voulez l'indépendance, on vous donne. Mais ils ont imposé des dirigeants, beaucoup de chefs d'État des nouveaux États indépendants africains, c'était des gens qui étaient dans l'armée française, c'était des gens qui étaient soutenus par la France et qui ont été portés au pouvoir par l'armée française. Et l'armée française et les services secrets français qui étaient sur place ont assassiné ceux qui menaient les guerres d'indépendance, qui menaient les luttes. On a tué, et je prends Lumumba pour mettre Mobutu. Tous ont fait ça et ils ont assassiné, ils ont massacré. Quand ils ne sont pas arrivés à s'imposer dans le pays indépendant, je prends comme la Guinée de Sékou Touré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la subversion, ça veut dire la France a publié des tonnes de faux billets guinéens pour semer ça en Guinée
et paralyser l'économie pour que ces coutumiers ne puissent pas travailler. Donc, l'institution ou le gouvernement qui se disent à la tête de l'État indépendant, s'ils sont contrôlés par les impérialistes, ils ne vont pas résoudre aucun problème. On sera dans une situation qu'on appelle le néocolonialisme. Et c'est ce qui a prévalu dans les États africains et qui explique qu'ils ont eu toutes les difficultés que nous connaissons. Et justement, nous rentrons dans la phase où ces peuples-là luttent pour leur véritable indépendance. Ça veut dire que ceux qui sont à la tête des institutions puissent effectivement appliquer leurs décisions, refuser le CFA, refuser la présence de base française, etc. Je m'arrête sur ce point-là, mais je pense avoir donné les éléments pour comprendre que la question de l'indépendance, c'est un principe inaliénable. Le monde qui parle de l'indépendance, c'est un monde qui a un problème. Soit il pas connaître, soit il y a une mauvaise intention. On ne peut pas dire je suis pour la dépendance, je suis contre l'indépendance. Sauf si on ne sait pas, sauf si on a été manipulé. C'est comme si on dit que c'est très bien qu'un toxicomane dise je suis dépendant du corps, c'est très bien. Et je ne veux pas sortir de la dépendance. Si lui ne peut pas sortir tout seul, il faut créer des conditions pour qu'il puisse comprendre qu'il faut sortir. Quelle que soit la dépendance, on n'a pas besoin d'être un toxico. On est dans un pays où on a un sol qui peut produire à manger, on ne produit pas, et puis on achète des produits extérieurs. Et puis le jour où il y a une guerre, comme on dit, ou bien le jour où ceux d'en face disent bon, je ne vous donne pas à manger encore, la dépendance, c'est criminel. Deuxième point, j'ai dit question de principe, deuxième point, c'est que le principe s'applique par des institutions et un gouvernement. Mais si on a un gouvernement et des institutions qui ne changent pas le fond des choses, le problème est réglé. C'est pour ça que dans l'intitulé de la déconstruction, je disais, rapport de l'indépendance avec la résolution des problèmes nationaux et mondiaux. Donc, si on veut résoudre les problèmes nationaux, outre l'indépendance, au-delà de l'indépendance, il faut qu'on ait un projet politique et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui défendent, regrouper ce projet politique-là pour qu'on développe sa vraie souveraineté dans tous les domaines et qu'on puisse résister aux manœuvres néocoloniales, aux manœuvres impérialistes, etc. Ça, c'est le deuxième point qui est important. La troisième question que je veux dire, c'est que pour arriver à une véritable indépendance, il faut avoir une politique pragmatique. Donc, on tient compte de quoi? De la nécessité de relations internationales et en même temps de la nécessité de défendre son propre intérêt endogène. C'est ça le problème. C'est pas parce que je veux être indépendant, je veux que mon pays soit souverain, que je vais dire, bon, je ne veux de rien de personne. Il y a des gens qui parlent du concept d'indépendance. Bon, le mot est un petit peu hasardeux à employer parce que ce n'est pas bon non plus. Il faudrait mieux parler de coopération intelligente sur la base d'intérêts réciproques. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, il faut associer le pouvoir politique qu'on a conquis à la possibilité de continuer à importer ce dont on a besoin, quel que soit l'endroit où ça vient, sans dépendre de fournisseurs. Ça veut dire que le pouvoir doit dire, monsieur la France, vous voulez nous vendre vos Peugeot, vos ceci, cela, vous nous imposez des prix de pièces détachées, etc., eh bien, nous avons mieux ailleurs. Nous avons négocié directement avec le Japon, nous allons recevoir leurs véhicules et nous pourrons avoir de meilleures affaires. Il faut pouvoir choisir ses fournisseurs. Et puis, il faut pouvoir choisir
ce qu'on décide d'exporter et pour qui. Si quelqu'un dit, envoyez-moi vos bananes que je vous oblige à planter, et puis je vous paie tant, c'est moi qui fixe le prix des cartons, des poisons qui vous empoisonnent, qui vous tuent. C'est moi qui vous dis, passez par la CGM, faites un prêt à ma banque, etc. Je n'ai pas intérêt à vous exporter quoi que ce soit. Si je décide, nous, Martiniquais, nous avons possibilité d'exporter des choses valables, chaque fois que je pose cette problématique-là, je pense à M. Emmanuel Marilus, Martiniquais, qui a inventé un concept de protection pour les séismes, qui est capable d'empêcher des centaines de milliers de morts dans le monde. Une Martinique indépendante et investit massivement dans le projet de ce Martiniquais, passe des accords avec les pays qui le souhaitent pour construire en série, établir au lieu des zones hypermarchés qui pullulent partout, une entreprise de montage, et puis la Martinique a un marché mondial, que ce soit dans tous les pays d'Amérique centrale et du Sud, que ce soit en Turquie, que ce soit... On connaît la problématique des séismes. Nous avons un Martiniquais qui a fait un produit qui peut être vendu cher dans le monde entier, mais comme nous ne sommes pas indépendants, nous ne pouvons pas dire, au lieu de mettre 1 milliard dans le tourisme et annexe, au lieu de donner 600 000 euros à des gens français qui font un film tropique criminel, nous investissons dans cette production-là. Donc, il faut être maître dans le choix de ses fournisseurs, il faut être maître dans le choix de ses fabrications. Parce que quand nous sommes dépendants de la France et de l'Union européenne, ils nous octroient des subventions, mais ce sont des subventions affectées. Je vous donne une subvention à condition que vous plantiez dans la banane. Je vous donne des subventions à condition que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Vous êtes dépendant et vous ne pouvez pas développer votre pays de façon endogène. Donc la question de l'indépendance, c'est une question pratique, c'est une question de survie. Et donc je disais, c'était le troisième élément, que l'indépendance, pour résoudre nos problèmes, doit faire en sorte que le régime, le pouvoir, le gouvernement, les institutions qui sont là, nous donnent réellement un pouvoir de négocier, de choisir fournisseurs et clients. L'autre élément sur lequel nous allons développer, c'est que ce n'est pas un jour où on dit, bon, ah bon, à nous pour l'indépendance, nous la vie, nous avons donné l'indépendance, nous avons un combat, maintenant nous indépendants, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'indépendance, pour qu'elle soit réussie et qu'elle permette de résoudre nos problèmes, doit être préparée pendant même que nous sommes soumis à la domination coloniale. Ça veut dire qu'il faut que les esprits soient préparés. Ça veut dire que tous ceux qui sont pour la résolution des problèmes martiniquais travaillent à ce que l'ensemble du peuple martiniquais comprenne ce que sont nos intérêts, ce que sont les obstacles qui nous empêchent de nous développer, ce que sont les règles de l'économie, ce qu'est l'importance de l'éducation à la base dans les écoles, ce qui est important en matière de santé, en matière de prévention dans la santé. Il faut travailler à ça. Il faut lutter contre les divisions, puisque l'autre a passé des siècles à nous monter les uns contre les autres, à faire quoi à Jacques, qui est peut-être un bon brave groupe. S'il ne fait pas un coup de main, il n'est pas une personnalité. Donc, il est plus important qu'il trahisse tous ses amis pour être maire, plutôt que de travailler à éduquer dans un quartier les jeunes afin qu'ils prennent en main leurs dispositions. Lutter contre l'aliénation, lutter contre la division. C'est ça la préparation. Et puis se structurer, s'organiser. Organiser
l'économie dans les quartiers, économie familiale, domestique, ce travail d'organisation dans les différents domaines. Pour la culture, ça se fait un peu plus aujourd'hui, mais l'éducation primaire, l'éducation de base. Là, on a le gouvernement colonial français ne pourra jamais s'opposer à ce que nous construisions notre émancipation si nous le voulons dès aujourd'hui. Mais il faut que nous le voulions. Et il faut que nous ayons l'humilité d'accepter comment me former, comment travailler à l'intelligence collective pour que nous réussissions à résoudre cette question-là. Sur cette base-là, on peut déclencher des luttes, on peut faire un travail international, on peut goûter la France. Si le peuple martiniquais décide, parce qu'il est conscient, parce qu'il est organisé, de faire baisser les prix des avions, des compagnies aériennes, il va faire. Si nous décidons de boycotter des supermarchés parce qu'ils ont poisonné, nous parler et indemniser les victimes, nous avons fait. Et ça aura plus de résultats que les actions que députés, sénateurs, CTN pourraient faire, qui sont nécessaires. Mais c'est là, c'est cette force populaire-là qui va permettre que nous préparions une indépendance au service de notre peuple, au service pour permettre la résolution des problèmes que nous avons. Mais le dernier point que je veux faire, c'est pour dire que beaucoup de gens voient dans l'indépendance l'image que certains indépendantistes inconséquents développent. Quel Martiniquais, quelle Martiniquaise n'aurait pas préféré que ces enfants diplômés soient dirigeants dans les administrations parce qu'ils connaissent mieux la réalité, parce qu'ils se sont sacrifiés pour ça? Quel Martiniquais, quelle Martiniquaise n'aurait pas préféré que nous décidions chez nous, en Martinique, quel de nos enfants va enseigner au Carbet, etc., au lieu que des... Je reste poli. Excusez-moi, j'allais m'emporter. Que des technocrates parisiens disent, je prends cette personne-là qui vient de se marier, qui a un enfant en bas âge, et puis je l'envoie travailler à Versailles. Quel Martiniquais est c'est un concours national. Si quelqu'un dit ça, c'est un allié ou un scélérat qui se cache derrière un argument pour ne pas prendre ses responsabilités. Fallacieux. Argument fallacieux pour ne pas prendre ses responsabilités. L'essentiel de la population martiniquaise aurait préféré que nous soyons responsables de nos affaires. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déçus par le comportement de gens qui se disent indépendantistes, qui ont des rapports exécrables avec leur environnement, qui trahissent leurs amis pour arriver aux élections, par des gens qui, dans la vie courante, n'ont aucune pratique au service du peuple, et que ces gens-là ont besoin de vivre. Donc, il faut débrouiller pour eux, puis ça y est. Il faut dire ça qui en pour ces temps, ça qui en parle pas. Non, ça qui en parle ces temps, ça qui en bécoue pas tant. Donc, les indépendantistes conséquents, les militants conséquents, même des gens qui ne sont pas indépendantistes, mais qui veulent vraiment défendre les intérêts du peuple, s'ils s'attellent à développer ce que nous avons dit tout à l'heure, l'unité sur le terrain, les circuits économiques alternatifs, préparent un avenir ou une émancipation réussie et régler nos problèmes. Et je vais terminer en disant que la Martinique, nous n'en sommes tous pas conscients, mais a un rôle fondamental à jouer dans ce qui concerne la résolution des problèmes mondiaux. Nous ne sommes pas conscients. Mais la réalité, c'est que le peuple martiniquais, c'est un peuple qui s'est forgé sous l'esclavagisation
sous la colonisation et qui est parvenu à conserver des bases d'humanité profonde. C'est vrai qu'il y a des violences, il y a des drames liés à la souffrance, au mal-être, etc. Mais dans la structure sociale même, les conditions pour porter une société alternative sont sous-jacentes et peuvent se réveiller. Pardon? Comme elles se réveillent quand il y a une mortalité, quand il y a un cyclone, quand il y a une catastrophe. Cette unité qui est là, qui sommeille en dessous, se réveille. Et il s'agit que nous ayons un projet commun qui fasse fleurir cette humanité qui est chez nous. Cette humanité qui s'explique par le fait que nous sommes l'un des pays du monde, l'une des régions du monde, qui a vu se confronter toutes les grandes civilisations. Quand je dis grandes civilisations, je commence par dire les civilisations africaines, qui sont venues avec leur idée de partage, de générosité, de liaison à l'environnement, etc. Je pense aux sociétés amérindiennes, pré-colombiennes, disons, qui sont dans cette même dynamique-là. C'est conservé. Ça, c'est des grandes civilisations. Et puis, il y a des grandes civilisations prédatrices qui sont venues. L'Europe, la civilisation occidentale, que nous avons su digérer. Ça veut dire que toutes les valeurs de division, d'individualisme, de machisme sont là. Elles les ont portées. Mais notre culture martiniquaise est arrivée à esquiver les plus grands dangers pour construire quelque chose qui nous a éloignés de la haine. Il y a un journaliste anglais de la BBC qui disait à des ouvriers agricoles, après avoir entendu les crimes commis sous les plantations avec l'obligation de semer les produits, etc. Mais quel genre de personne êtes-vous? Mais vous parlez aux propriétaires là, vous les haïssez, il faut couper leur tête. Et une ouvrière agricole empoisonnée qui dit non, nous sommes des humains. Nous sommes contre ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes des humains. Le journaliste britannique est resté stupéfait. Il y a d'autres étrangers, je ne vais pas être plus long, qui ont cela parce que nous sommes arrivés à digérer la civilisation occidentale, prendre beaucoup de ce qui était intéressant comme l'éducation, etc., de mettre à notre sauce des civilisations indiennes, disons, et chinoises qui sont venues après l'abolition de l'esclavage, avec aussi, c'est parce que les civilisations hindoues, c'est des grandes civilisations. Quand on parle de l'Inde, c'est pas le mystique, hein, mais c'est la spiritualité, le rapport aux choses, aux gens. Les Chinois, c'est les travailleurs chinois qui sont venus. Ce n'étaient pas les shoguns, hein, c'était des travailleurs qui nous ont appris la persévérance. Vous savez combien de temps les boutiques chinoises restent ouvertes. Vous savez l'ardeur qu'ils ont travaillé. La Martinique a digéré tout ça et nous avons créé une culture martiniquaise qui doit être la préfiguration de ce dont le monde a besoin après l'effondrement du système capitaliste impérialiste, qui est inéluctable. Si nous prenons conscience de ça, nous devons nous dire que nous avons une responsabilité. Vis-à-vis de l'humanité, nous avons une responsabilité de faire de la Martinique le laboratoire de la reconstruction. En prenant notre indépendance, mais une indépendance qui soit une indépendance humaine, qui dépasse les clivages racistes, les clivages sexistes, les clivages xénophobes, qui dépasse la conception prédatrice occidentale de l'extractivisme des matières premières, monoculture, poison, manger la nature, et puis la nature pour le fait pays. Nous avons des réponses
nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Malgré toute la misère d'Haïti, misère économique imposée, les techniques agricoles qui font survivre le peuple haïtien ont beaucoup à nous apprendre. Les techniques de soins par les plantes que nous avons développées, eh bien, nous avons encore plus à apprendre d'autres peuples. Mais nous sommes le laboratoire où nous pouvons mettre cela à condition que nous menions une lutte acharnée contre l'aliénation et la division. Que nous ayons confiance en nous-mêmes, à condition que nous puissions comprendre que c'est l'intelligence collective seule qui pourra nous sauver, le projet collectif. Les petits, comme dirait un ami, l'aristocratie militante qui croit tout savoir, tout pouvoir, et qui ne se rend pas compte de ce qu'est l'impérialisme français, le pouvoir colonial, font plus de tort à la Martinique que ceux qui croient malheureusement en l'assimilation. Donc, nous avons ce travail-là. Et pour conclure, je dirais que désormais, il nous faut voir la question de l'indépendance comme l'un des facteurs, pas le seul, pas le plus important, mais l'un des facteurs nécessaires pour résoudre des problèmes de notre pays, de notre nation, mais pour contribuer à la résolution des problèmes qui se posent au niveau mondial. Je vous remercie de votre attention et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle édition.